Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Alors aujourd'hui, une émission on ne peut plus dans l'actualité. Nous allons parler de cette fusion avortée, reportée, on ne sait pas trop. On va voir justement entre Renault et le groupe FCA, Fiat Chrysler. Ça semblait quasiment fait et finalement ça s'est brutalement stoppé il y a quelques jours. Donc on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux de cette fusion en cours. On va l'appeler comme ça pour l'instant. Avec nous pour en parler autour de la table, Bernard Julien. Merci d'être avec nous, professeur d'économie, maître de conférences et grand spécialiste évidemment du secteur automobile. Patrick Bord, investisseur en entreprise, bonjour à vous également, merci d'être là, grand connaisseur de Renault, du Japon, donc de Nissan, on en parlera évidemment. Et bonjour à vous, Patrick Pellata, merci beaucoup d'être là, ancien numéro 2 de Renault bien évidemment, et maintenant à la tête de votre société de conseil, Meta Strategy Consulting, c'est ça ? Oui. Peut-être, allez, je vais commencer avec vous, c'était pas prévu mais je reste comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire là, ces derniers épisodes, avec notamment Jean-Dominique Senard, actuel président de Renault, qui dit négociation pour l'instant ça ne va pas du tout reprendre, c'est pas du tout l'idée, elles sont vraiment stoppées. Vous vous dites que c'est une manière officielle de le dire et qu'il n'y a pas trop le choix sur sa prise de parole, ou effectivement ça va devenir maintenant très compliqué d'arriver à aboutir à quelque chose? Alors il a dit deux choses en fait, il a dit ça mais il a aussi dit que c'était une bonne idée. Et je pense très sincèrement que c'était une très mauvaise idée parce que, pour plusieurs raisons, la valorisation de l'entreprise et le fait qu'on donnait le pouvoir in fine, alors au bout de 3-4 ans peut-être, mais à John Elkann, c'est-à-dire à la famille Agnelli, on donnait les clés de Renault à quelqu'un d'autre. Ça semblait inévitable. C'est ce qui est écrit, dans la deuxième raison, c'est les synergies qui ont été données et le process avec lequel on les a calculées est absurde. J'ai jamais vu, moi j'en ai fait un certain nombre et beaucoup de gens en ont fait avec qui j'ai parlé. Ça s'est jamais passé comme ça. Là, c'est Elkann qui a donné les 5 milliards et Renault qui a dit il faut essayer de trouver 5 milliards et on a laissé les grands opérationnels de Renault en dehors du coup, y compris la direction des opérations financières qui normalement est celle qui tient donc un process qui est extrêmement étrange, au passage avec des banques qui étaient Goldman Sachs et les anciennes de Goldman Sachs, et dans les anciennes Goldman Sachs il y a un gars qui est au conseil d'administration de FCA mais qui était du côté de conseil de Renault, donc c'est normalement pas des choses qu'on fait ça. Le troisième élément, c'est que Nissan n'a pas été prévenu. Mais opérationnellement, ces choses-là ne peuvent pas se faire sans Nissan. Je vous rappelle qu'il y a des moteurs qui sont partagés entre Renault et Nissan. Ça veut dire qu'ils ont été payés 50-50, 75-25, des composants, des automatismes, des plateformes, etc. Et vous ne pouvez pas les utiliser avec quelqu'un d'autre sans payer un fee et même avoir l'autorisation de la partie Nissan là, pour le faire. Donc, et puis en plus, après, il faut des gens pour faire ça. Et si c'est les gens de Nissan et qu'ils n'ont pas été prévenus, leur enthousiasme pour le faire est forcément limité, surtout qu'ils ont autre chose à faire avec leur plan de recovery, si vous voulez. Et le dernier élément, c'est celui-là, c'est-à-dire que si vous faites une fusion, il faut des équipes en plus. Quand Renault est rentré à 34 puis 43% chez Nissan, on a envoyé 36 personnes dont j'étais, dont Carlos Ghosn, et Renault s'est pas déshabillé pour autant. Il y avait un surplus et côté Nissan, il y avait un surplus d'ingénierie. Si vous regardez Renault et Chrysler, Fiat Chrysler en ce moment, Renault est faible en équipe de direction, ils ont viré plein de gens, donc forcément il y en a moins. En ingénierie, Renault est tout juste, ils ont mal fait les nouvelles normes WLPT, et alors Fiat Chrysler, c'est la catastrophe en ingénierie. Ils dépensent 2 fois moins que la plupart des constructeurs automobiles en proportion de leur chiffre d'affaires. Ils ont personne. Comment vous voulez aller ensuite discuter avec Nissan des spécifications, faire des pièces communes et tout? Ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas un financier qui fait ça, c'est des ingénieurs. Il faut qu'ils soient là. Donc sur ce dernier élément, si vous voulez, pas avoir prévenu Nissan, pas avoir regardé l'ensemble des complexités, alors que ces deux entreprises, Renault et Nissan, ont autre chose à faire, c'est pareil. Moi, de mon point de vue, c'est hallucinant. Donc je pense que c'était une mauvaise idée. Je suis content que
pour l'instant, on dit que ça ne va pas recommencer. J'espère que ça ne va pas recommencer. Mais il y a aussi plein de problèmes à régler du côté de la relation avec Nissan. De toute façon. Justement, Nissan, Bernard Julien, c'est l'élément principal qui a fait que finalement cette fusion a avorté comme ça au bout de quelques jours. Ça semblait quasiment ficelé. Vous avez 3 jours pour répondre. C'est fait. Ouais, moi j'ai beaucoup écrit qu'on allait chercher des synergies hypothétiques et un travail sur des synergies qui allaient prendre des années, alors qu'elles étaient susceptibles d'être trouvées avec Nissan, quoi. Donc on avait eu cette espèce d'impression qu'on lâchait la proie pour l'ombre, qu'on lâchait un travail de 20 années avec des bons hommes qui se connaissent, qui certes n'ont pas tout réussi, mais qui sont à même d'attraper des convergences, des synergies et des économies, et qu'on allait sans équipe, comme le disait Patrick Pellata, sans imaginer que ça allait prendre du temps, que ça allait attraper des ressources managériales qu'on n'aurait plus pour d'autres dossiers. On allait aller sur ce truc qui avait l'avantage de la virginité, mais qui avait aussi, tout le monde le sait dans cette industrie-là, toute une série de handicaps que tout le monde, sauf les banquiers conseils, avait identifiés, quoi, d'une certaine manière. Donc moi, il me semble que la priorité, et l'État a fini par avoir raison, tout en ayant peut-être un peu tergiversé, la priorité, ça doit être l'alliance, quoi. Les débouchés qu'on peut trouver aux États-Unis, Nissan les donne, la Chine, Nissan le donne, enfin, et par conséquent, il vaut mieux faire de la croissance, à la limite de la croissance organique, sur la base de ce qu'est aujourd'hui l'alliance, plutôt que d'aller tenter un coup en plus vers FCA, qui est une entité qui est extrêmement fragile et qui, de surcroît, allait mettre Renault dans une difficulté inouïe vis-à-vis de Nissan, puisque les accords Renault-Nissan étaient susceptibles de tomber. Nissan pouvant dire, ce n'est plus Nissan qu'on a en face, ça n'a plus, Renault qu'on a en face de nous, c'est un machin qui n'existe plus. Donc l'accès à nos technologies, c'est problématique, non seulement pour Fiat, mais aussi potentiellement pour Renault. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de délire sur cette opération-là qui est complètement folle. Impossible du de point pas de vue intégrer Nissan. De tous les points de vue, d'une certaine manière, quoi. Et surtout, la priorité, ça aurait dû être Nissan. La priorité, ça va redevenir Nissan. Sauf qu'on aura perdu 4-5 mois, et que 4-5 mois dans la période qu'est en train de vivre l'industrie automobile ces derniers mois, ces dernières années, ça peut peser lourd, et c'est des mois qui pourront manquer dans quelques années lorsqu'il s'agira de se comparer sur l'électrique à certains autres qui n'ont pas l'avance de Renault, certes, mais qui avancent très vite. Oui, on a perdu du temps, mais on a perdu de la confiance, et la confiance, c'est le carburant de l'alliance quand même. C'est en plus du temps. Tout à fait. Patrick Borg, justement, vous aussi qui connaissez bien Nissan et le Japon, est-ce que ça vous semblait viable de faire un accord d'abord avec Fiat et de dire au fait nos camarades de Nissan c'est fait, ça vous va pas, ça vous semble faisable ça? Sur Fiat c'est facile d'en rajouter. Dans votre question, ce qui est intéressant, c'est le jeu des acteurs qui sont les acteurs. Moi je vois un acteur qui est le nouveau président de Renault qui a l'air de miser toute sa réputation de grand patron de l'industrie sur des coûts qu'il ne semble pas connaître, qui ne semble pas prendre le temps d'étudier. Il affirme des choses, il a été dithyrambique sur cet accord avec Fiat. Et je suis complètement d'accord avec les gens que vous avez invités aujourd'hui. Il a été beaucoup trop vite. On peut reprocher à l'actionnaire principal quand même de prendre son temps pour voir si vraiment il veut cette fusion ou pas. C'est complètement illégitime. On a vu qu'il s'était fait un conseil d'administration, en tout cas il est maté. Il avait tout le monde sauf les représentants de l'État. C'est comme ça qu'il l'a dit en Assemblée Générale. C'est absolument incroyable. On a affaire à un homme qui était un grand patron de Michelin et quand il arrive chez Renault, c'est un homme différent. Il sait qu'il n'a pas vraiment les coups des franches avec Nissan parce qu'il y a ce fameux accord de 2015 et il veut prendre tout le monde de force. Et évidemment, quand les gens sont un peu organisés, structurés, quand on a l'État japonais par exemple derrière soi, ça le fait mal. Alors la grande faiblesse de Nissan, ça pourrait être que maintenant ils n'ont plus de gouvernance, puisque c'était ce qui leur était arrivé dans la fin des années 90. En réalité, ils avaient tout. Ils avaient les ingénieurs, ils avaient les concessionnaires, ils avaient les modèles, etc. Seulement, il y avait une équipe à la tête qui s'était d'elle-même isolée du reste du monde. Ils étaient simplement cooptés à la tête de ça. Et je crois que c'est la grande faiblesse de Nissan. On aurait pu jouer avec, mais là, maintenant, on a braqué presque tout le Japon, donc ça va être beaucoup plus difficile. Oui, c'est devenu politique, cette fusion entre la France et l'Italie, entre la France et le Japon. Et on a l'impression qu'au final, c'est Renault qui est un peu le punching ball entre tout ça. Oui, ça ne devrait pas être politique. Parce qu'une alliance, ce que vous faites dans une alliance, vous essayez d'avoir un meilleur moteur de création de valeur.
Le reste, c'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur moteur. Donc, c'est des questions opérationnelles. C'est-à-dire, est-ce que quand on va mettre ces gens-là ensemble, ils vont pouvoir mieux travailler, être plus efficaces que Volkswagen, que Toyota, que Daimler ou BMW? C'est ça la vraie question, ou General Motors, quoi. Et donc, on a pris le problème complètement par l'autre bout en oubliant ça. C'est ça qui, pour moi, est sidérant. Moi, j'ai discuté des deals, c'était public, avec General Motors. Là, c'est 4 mois, 70 personnes qui travaillent dans, à l'époque, les 3 entreprises, Renault, Nissan et General Motors. Et on prend les uns après les autres les idées qu'on a de synergie ou de meilleur business, d'innovation, et on regarde si on aura les moyens de le faire, si c'est faisable, si on a les moyens de le faire, s'il y a des problèmes juridiques, etc., etc. Et à la fin, on fait les additions une fois qu'on a des choses très, très tangibles. Et là, ça s'est fait pour des mauvaises raisons. Fiat va forcément chercher un groupe pour s'adosser, alors c'est pas PSA, c'est mieux que ce soit nous. Ça s'est fait un peu trop vite de manière comme ça, en disant on va faire un géant, un numéro 1 de loin, et donc forcément ce sera bien. Vous dites mais grand, surtout en ce moment. En ce moment, franchement, l'automobile, elle est en train d'arriver en zone de grande turbulence, quoi, hein. Il faut s'occuper véhicules autonomes, nouvelles mobilités, services connectés. C'est un peu les arguments de Jean-Dominique Senard de dire vraiment il fallait être obligatoirement plus grand, plus fort, européen. Il faut être plus intelligent et plus agile. Voilà. Et faisons-nous savoir travailler, si vous voulez. C'est pas parce que sur le papier vous avez cumulé des actifs sur le mode copie de l'ENA, copie de MBA ou copie de banquier que pour autant vous avez inventé un ensemble qui, dans des turbulences dans lesquelles on s'apprête à vivre, va pouvoir fonctionner. Il n'y a pas pire que d'aller essayer de travailler avec des nouvelles personnes à un moment où il faut aller vite, quoi. Parce que vous ajoutez les difficultés les unes aux autres, quoi. Donc si vous voulez, il y a vraiment ce sentiment que, au lieu d'être au cœur des problématiques opérationnelles, on est dans des espèces de mazarinades où on s'invente des problématiques d'alliance, de valorisation, etc. Là où le principal problème, c'est de bosser et si possible de travailler avec ceux qu'on connaît le mieux, en l'occurrence les Nissan pour Renault. Mais alors si on bosse entre Renault et Fiat, qu'on prend un peu de temps, qu'on le fait de manière un peu plus intelligente, ça vous pourrait donner quelque chose? J'ai l'impression que c'est plutôt non que vous allez me répondre, mais est-ce que si voilà, ça se prépare, ça c'est plus équilibré, à plus long terme peut-être. À court terme, certainement pas, et dans les conditions qui étaient posées, certainement pas non plus, quoi. Mais à long terme, pourquoi pas, mais il faut quand même, je dirais, si c'était il y a 10 ans, peut-être. Maintenant, et encore plus dans 3 ans, je suis très... à une époque. Oui, tout à fait. Et on l'a fait, on l'a discuté avec General Motors aussi, donc je ne veux pas dire que c'est pas impossible. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les défis de l'automobile, et vous le voyez dans la réorientation stratégique de Volkswagen, de Daimler, maintenant même de Toyota, de General Motors, c'est pas tellement les volumes qui comptent, il faut en avoir beaucoup, mais Renault Nissan en a beaucoup, 10 millions de voitures, c'est pas négligeable, comme General Motors en a 8 millions maintenant, Volkswagen 10 millions, Toyota 10 millions, bon voilà, ça commence à faire beaucoup de voitures. Et la question maintenant, c'est comment on prépare l'avenir? Comment on se prépare à faire la transition des véhicules électrifiés? Comment on prépare la transition véhicules autonomes? Il va falloir venir sur les nouvelles mobilités. Comment on fait des services connectés? Comment on se transforme en entreprise qui a l'habitude de pousser les voitures dans le réseau qui lui-même s'occupe des clients à une relation plus directe avec les clients, qui est ce que les gens attendent? Ça veut dire passer de business to customer à business to customer. C'est une transformation profonde de l'organisation. Tout ça, c'est des challenges qui sont devant nous. Les grandes entreprises que je viens de citer, les Volkswagen, Daimler, Toyota, General Motors, se sont attaquées à ces questions-là. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de focus du management. Je ne vois pas Renault le faire du tout. Et Nissan non plus. Je dirais que c'est beaucoup plus urgent de faire travailler les gens sur ces sujets-là que de chercher à rajouter 2,5 millions ou 3 millions de voitures à un nombre qui est déjà, encore une fois, à 9 ou 10 millions. Quoi. Ouais. Alors avant de reparler de Fiat, Patrick Bord, sur cette... allez-y, vous aviez envie de prendre la parole. Oui, effectivement, j'avais vraiment envie de voir un peu les situations. D'abord,
ce problème de taille qui est devenu une incantation, on pouvait en parler avant que Carlos Tavares fasse la preuve que c'est pas vraiment une nécessité absolue. Quand on a un grand patron, ça remplace largement la taille, surtout quand c'est artificiel, quand on n'a pas la même culture entre une gouvernance d'État et une gouvernance familiale, et quand on n'a pas non plus la même culture entre technique et commerciale ou financière, etc. La deuxième chose qui me préoccupe beaucoup, c'est la valorisation des entreprises. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a une fusion, dès qu'il y a un rapprochement, on regarde combien tu vaux. Alors c'est ce qui s'est passé avec Fiat. Ça va être difficile pour Renault de continuer à justifier les 20 milliards 5 qu'il a mis dans ses comptes au titre des 43% qu'il possède dans Nissan, alors que sa valo n'est que de 14 milliards, alors que le groupe en face, PSA, il a pratiquement entre 13 et 14 milliards, on est déjà à mi-année, donc il en avait plus que 10 à fin 2018, donc il en a 13 ou 14, il remplit très 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 vite, et avec ses seules trésoreries, il pourrait se racheter Renault. On voit bien que le grand jeu peut continuer, mais on ne peut pas simplement parler de Nissan, de Fiat et de Renault. Il faut voir quels sont les gens de l'extérieur qui peuvent s'intéresser à ce qui se passe et qui peuvent dire là on a des véritables opportunités, et avec un mécano d'autant plus difficile que si par exemple Peugeot, peut-être même avec l'aide de l'État, voulait mettre la main sur Renault. En fait, l'idée, c'est que la Commission l'obligerait à revendre Renault, mais il pourrait garder Nissan, ce qui était, a-t-on dit à un moment donné, un des intérêts primordiaux de Fiat par rapport au groupe Renault-Nissan. Donc, c'est un jeu difficile, c'est un jeu compliqué, et de toute façon, il faudra toujours regarder les valorisations quand on va envisager l'avenir. Est-ce que entre Renault et Nissan, ça va mieux, ça va aller mieux forcément, ou cet épisode a fait une turbulence de plus, ou c'est vraiment on parlait de confiance, qui était le carburant de l'alliance. Est-ce que ça... Moi je suis à peu près convaincu, et quand j'interroge les gens, ils me le confirment, que on a perdu 8 mois, mais on a perdu probablement beaucoup plus que 8 mois, parce qu'il y a une reconstruction de relations qui vont permettre tout le monde de retravailler. Il y a effectivement des projets qui continuent parce que c'est l'inertie organisationnelle, etc. Mais sur tout ce qui pouvait correspondre aux synergies qu'on était en train de rechercher, en particulier dans le plan 2022 là, qui était structurant, on ne les trouvera pas, ces synergies-là. Et toute la question est de savoir si ça va être demain une priorité suffisamment centrale pour que les énergies managériales soient là-dessus. Je lisais certains écrits de mon voisin qui disaient quand on est sur un coup, on n'est pas sur l'autre. Quand on est en train de s'occuper de Nissan en 99-2000, on met d'excellentes personnes comme le monsieur en face de moi, et du coup ils sont moins chez Renault, et peut-être que ça a manqué chez Renault. La même chose a pu être vraie, etc. Donc on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Il y a des ressources managériales qu'on ne peut pas mettre partout. Donc pour moi, il y a cette idée que les très bons, il faut les mettre pour faire cette espèce d'acharnement thérapeutique sur l'alliance Renault-Nissan, sachant qu'on est descendu très bas dans la qualité de ces relations-là, qu'il faut restaurer de la confiance, qu'il faut... Et ça, excusez-moi, mais je ne suis pas certain qu'étant donné ce qui s'est passé depuis 6 mois, maintenant, le couple Sénart-Bolloré soit à même de le faire, Parce qu'il y a eu la revitalisation des projets de fusion au plus mauvais moment, parce qu'il y a eu le projet FCA, et que du coup, si ça doit être la priorité stratégique, si ça doit être la mission que l'État donne à celui qui l'a nommé, c'est-à-dire Jean-Dominique Sénart, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit la personne la mieux à même d'animer cette priorité. Et du reste, si j'ai bien lu la presse, c'est ce qui lui a été reproché par certains à l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui disaient comment voulez-vous que nous, on ait confiance en vous lorsque vous nous dites que votre priorité, c'est la qualité de la relation avec Nissan. Le timing, ça va beaucoup plus mal. Le timing vous a surpris, dans cette optique-là, justement, de se dire il faut quand même la priorité c'est Nissan, c'est l'alliance, Et là, de dire quasiment comme si c'était fait, dans 3 jours on signe. Oui, mais là pour moi c'est de la méthode Coué, c'est-à-dire que ça va plus mal. Ça va plus mal. Je pense que depuis, si vous voulez, depuis l'emprisonnement l'arrestation de Carlos Ghosn et son emprisonnement, déjà ça commençait à se tendre beaucoup, puisque Renault disait non, c'est un complot, puis Sakawa est un traître. Enfin, il a fait dire par ses communicants et son agence de communication. Et puis donc déjà évidemment côté Nissan modérément apprécié,
Ensuite, Jean-Dominique Sénart est arrivé, là il y a eu vraiment un grand espoir, je dirais, tant chez Renault d'ailleurs, hein, dans le personnel que chez Nissan. Et puis un mois plus tard, il s'avance sans avoir vraiment vérifié quoi que ce soit sur proposition de fusion. Il le fait de façon brutale, en particulier vu d'un Japonais. Ça réagit évidemment très mal et on enchaîne avec FCA où on ne dit rien aux gens de Nissan, alors qu'ils sont opérationnellement, ils le savent bien, nécessaires. L'aspect confidentialité, c'est compliqué à mettre en avant quand on est à ce point. C'est le discrédit sur l'ensemble du dossier, parce que vous vendez à Fiat Chrysler des choses que vous n'avez pas. Et du coup, c'est l'ensemble du dossier était pourri, quoi, quand même. Est-ce que c'était juste positif pour Fiat au final? Oui, bien sûr. Ça, alors attendez, on peut parler de Fiat. Voilà, 2 secondes. Ouais, voilà. Parce que Fiat, c'était les seuls au final. C'est une entreprise qui a rien investi sur le futur depuis plusieurs années. Elle fait ses profits, elle fait 60 et quelques pourcents, 62% je crois de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Et 90% de ses profits là. Il y a 2 marques qui marchent bien, c'est Ram, les énormes pick-up, V8 essence ou V6 diesel, 3 cylindrées, etc. Développement durable en gamme, quoi. Et Jeep, c'est ça, c'est là qu'ils font leur profit. Chrysler est en chute, Dodge va pas très bien, voilà, c'est ça. Et Fiat, c'est catastrophique, y compris au Brésil. Hein. Ouais, Fiat va très mal. Les marques de luxe qu'ils ont poussé, Alfa Romeo, c'est en chute de 40% sur les premiers mois de l'année, là. Maserati, pareil. Et en plus, c'est des tout petits volumes. Hein. Rien que Infiniti, la marque de luxe de Nissan, c'est plus gros que Maserati plus Alfa Romeo et de loin. Donc on a cette faiblesse évidente. On n'a pas investi sur le futur, donc il faut trouver un partenaire. Ils n'ont pas le choix. Et maintenant chercher des partenaires. Du point de vue de Fiat, Renault, c'était plutôt bien. Oui, du point de vue de Fiat. Mais PSA ou PSA. Mais je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et là, c'est intéressant parce que ça ne peut pas être un Chinois, parce que Trump va dire vendre Chrysler à un Chinois. Non, on ne peut pas. C'est des marques symboliques des États-Unis, donc je pense que ce n'est pas possible. Ensuite, Volkswagen, manifestement, comme je le disais tout à l'heure, au General Motors ou Ford, ils sont focalisés sur les prochaines étapes, la préparation du futur. Toyota, ils font de la croissance organique et ça leur réussit plutôt. Honda, ils avaient essayé un moment avec Rover, depuis ils font de la croissance organique aussi. Et il reste Hyundai. Je ne vois pas Hyundai, Kia, franchement, ils ont plutôt sur la tendance Toyota. Donc il reste Renault et PSA. Et là, j'ai du mal à comprendre parce que du point de vue d'un citoyen français, le bon deal, c'est PSA. Parce que d'abord, PSA, lui, il a le cash. Vous l'avez dit, Patrick Bord, tout à l'heure. Il a le cash pour prendre le contrôle de Fiat Chrysler. Il a l'ingénierie d'Opel qu'il a racheté, qui est surpuissante, enfin, surcapacitaire, qui en plus a déjà adapté des plateformes au marché américain. Et ça donne l'accès au marché américain à PSA. Ça vous donne 2 champions nationaux, Renault-Nissan, qui sont sur les 3 grands marchés États-Unis, Europe et Chine, et à ce moment-là PSA qui serait lui aussi Chine où il est déjà, Europe et États-Unis. Donc ça, moi, ça me paraît être un deal bien meilleur pour la France que ce truc foireux, franchement, qui a été essayé, que j'ai du mal à avec un vrai patron. Ouais. Et en plus, et avec un vrai patron. Un dernier mot rapide, vous vous dites que là, c'est bon, on a compris que c'était pas une bonne idée, donc ça va se stopper, ou est-ce que malgré tout, on va essayer d'y travailler, de faire en sorte que ça se... Enfin, le problème, c'est que Jean-Dominique Sénart semble pas jeter l'éponge. Il va répétant sur tous les plateaux que c'était une super idée. Il est capable, avec la réputation qu'il a, éventuellement de convaincre soit l'APE, soit Bercy que c'est une bonne idée. Donc moi, je continue de craindre que ça puisse revenir, quoi. Alors que il y a clairement un gap entre, je dirais, le monde médiatique, le monde des banquiers, le monde, je sais pas quoi, du Wall Street Journal, etc., qui est encore capable ce matin encore de défendre le dossier. Et puis tous les gens qui sont un peu plus experts, je dirais, qui connaissent un peu mieux les équipes, qui connaissent un petit peu ce que ça veut dire en termes d'investissement en bons hommes, en temps, etc., d'arriver à faire des voitures ensemble dans un contexte où on le disait, il ne s'agit pas seulement d'ajouter des voitures de l'ancienne manière à des voitures de l'ancienne manière, mais aussi de redéfinir un service automobile, une relation client, une relation à l'énergie, etc. Toutes choses qui réclament quand même beaucoup plus que des équations des narcs ou d'étudiants de MBA.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on aura largement l'occasion de revenir sur ce feuilleton. Ça va durer. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été sur ce plateau. Et à très bientôt ici sur Mobility TV.